Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit François Boulot, porte-parole des Gilets jaunes de Rouen. Bonjour à vous. Bonjour. François Boulot, demain c'est l'acte 13, dimanche 9 février. Depuis le 17 novembre et son premier rassemblement, le mouvement des Gilets jaunes tient bon. Peut-être galvanisé par le dernier baromètre YouGov pour le HuffPost et CNews qui indique que 65% des Français continuent à soutenir le mouvement. Ça remonte même. Mais se pose dorénavant la question de sa pérennité, de son évolution. Alors vous dites, je vous cite, sans paralysie de l'économie, les mouvements populaires n'aboutissent pas. Vous avez soutenu l'appel à la grève générale qui a été lancé le 5 février. Un appel qui a été peu suivi dans les faits. On est loin de la paralysie de l'économie. Vous n'êtes pas un peu déçu ? Non, pas du tout. Je crois qu'au contraire, la mobilisation pour un 5 février est très encourageante. Nous avons réuni dans l'ensemble du pays 300 000 personnes. Ce sont les chiffres du syndicat, mais il n'y a pas de chiffre agrégé aujourd'hui pour la préfecture. Et je crois que c'est tout à fait encourageant pour la suite. Il est bien évident que la grève est quelque chose de très compliqué à mettre en place parce qu'évidemment, les gens perdent leur salaire, tout simplement. Donc, c'est très difficile. Mais nous sommes en train de construire, effectivement, dans les jours et les semaines à venir, les conditions de la grève générale illimitée. Ce qu'il fallait, c'était déjà impulser l'idée. Ensuite, il fallait également créer les conditions de l'alliance avec les syndicats, ou plutôt les syndiqués, c'est-à-dire les bases syndiquées, pour converger. Et parce que nous avons effectivement un socle commun de revendications qui tient à la dénonciation de l'injustice fiscale et sociale qui est depuis trop longtemps à court dans notre pays. Et puis, nous voulons bien sûr mener le rapport de force politique qui se joue avec le pouvoir exécutif parce que malheureusement, celui-ci n'entend que cela. Nous aimerions bien, nous, pour notre part, pouvoir dialoguer ou négocier, mais ce pouvoir exécutif est totalement sourd à toutes les revendications qui sont portées par le mouvement des Gilets jaunes. Il est également sourd au fait que 75% des Français aujourd'hui contestent sa politique, et c'est la raison pour laquelle la mobilisation est obligée de continuer, de s'amplifier, et je le dis à tous, depuis le 17 novembre 2018, une révolution dans les esprits est intervenue. Vous avez affaire à des gens qui étaient résignés depuis des années parce qu'ils étaient isolés, ils se sentaient impuissants. Mais le 17 novembre, ils ont compris qu'ensemble, de manière collective, ils étaient puissants, ils étaient en capacité de reprendre leur destin en main. Et c'est la raison pour laquelle vous avez depuis 2 mois et demi maintenant un mouvement qui s'est enraciné et les gens ont décidé de relever la tête et ils ne sont pas prêts de la baisser. Alors pour continuer à parler de cet appel à la grève, il peut prendre différents aspects. On a certains internautes, par exemple, qui plébiscitent une grève de la consommation, qui consisterait, par exemple, à ne plus faire ses courses dans les hypermarchés, dans les grandes chaînes, afin de privilégier producteurs locaux et circuits courts. Est-ce que ça peut représenter l'avenir du mouvement ? Mais je crois d'ores et déjà que, et depuis le départ, la grève n'a jamais eu vocation à se substituer à toutes les autres formes de mobilisation pacifique. Si bien qu'effectivement, une grève de la consommation peut être également une autre idée qui peut être envisagée. Je crois d'ailleurs que plus de grèves de la consommation, on pourrait en tout cas envisager un différé de la consommation. Demander aux gens peut-être de différer des achats qui ne sont pas forcément absolument urgents et nécessaires, de telle sorte que le pouvoir exécutif entende que nous continuons à nous mobiliser sur tous les fronts et ça permettrait effectivement aux gens d'équilibrer par rapport à l'idée de la grève de pouvoir faire des économies temporaires et ce qui pourrait permettre d'avancer peut-être de manière cumulée en parallèle sur les 2 voies, c'est-à-dire construire les conditions de la grève générale et en même temps différer nos actes de consommation pour jouer à la baisse sur l'économie. Mais évidemment, l'idée serait dans les 2 cas de boycotter les grandes anciennes et en revanche de favoriser les achats dans les petits commerces parce que nous nous battons pour tout le monde, c'est-à-dire évidemment les salariés, les retraités et les chômeurs, mais également les commerçants, les artisans et les chefs des petites et moyennes entreprises. Alors maintenant, on va reparler de ces fameux syndicats, puisque l'appel à la grève a notamment été lancé par la CGT, Solidaire, Force ouvrière, avec le soutien du NPA, du PCF, de la France Insoumise. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que l'alliance entre syndicats et Gilets jaunes pourrait signer le début de la fin ? On a des syndicats qui sont très critiqués par une partie des Gilets jaunes, notamment à cause d'une collusion avec l'État, et on les accuse de fomenter une tentative de récupération du mouvement. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens ? Ils auront-ils raison de s'inquiéter ? Non, je ne pense pas qu'il y ait de raison de s'inquiéter. En revanche, il s'agit de ne pas être naïf et effectivement d'être méfiant vis-à-vis notamment des organisations au niveau national, des syndicats. On a une photo de Jérôme Rodriguez avec Olivier Besancenot, notamment du NPA, qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et qui a provoqué énormément de réactions.
Oui, alors j'avoue que je ne comprends pas bien parce que je crois qu'après 2 mois et demi de mobilisation, notre pays a connu des violences extrêmes. On est à plus de 2000 blessés côté forces de l'ordre, on est à près de 2000 blessés côté manifestants, plus d'une centaine ont été éborgnés, mutilés ou défigurés à vie. Et pour autant, le pouvoir exécutif n'entend absolument rien lâcher. Si bien que nous comprenons qu'aujourd'hui, il faut amplifier le rapport de force et pour cela, il faut tenter d'essayer d'agréger toutes les énergies derrière le mouvement des Gilets jaunes. L'alliance que nous faisons est une alliance stratégique qui est peut-être même d'opportunité, et il ne faut pas s'en cacher, mais il n'est absolument pas question que quiconque parle à la place du mouvement des Gilets jaunes, parce que nous portons des revendications extrêmement claires. Sur le fond, la volonté que la politique sert les intérêts de 99% de la population, non plus des 1% les plus riches, et sur le plan institutionnel, la volonté que le peuple puisse désormais intervenir directement dans la démocratie via le référendum d'initiative citoyenne. Et pour porter ces revendications, seuls les Gilets jaunes porteront eux-mêmes la parole et décideront s'ils continuent ou pas la mobilisation. Il s'agit donc, vous l'aurez compris, que le mouvement des Gilets jaunes constitue la pointe avancée de la lutte et que l'ensemble des énergies qui voudraient venir s'agréger le fassent derrière le mouvement des Gilets jaunes. Oui, mais pas en le récupérant. Exactement. Ça, il n'en est pas question. Alors, vous avez parlé de ces fameux blessés dans les manifestations. L'acte 12 du 2 février, la semaine dernière, était consacré aux gueules cassées des manifestations, comme vous l'avez dit, des gens qui ont eu les membres arrachés, beaucoup qui ont été éborgnés. Alors, le Conseil d'État a tranché. Le LBD, ce fameux lanceur de balles de défense, continuera à être autorisé. Comme l'a rapporté le site actu.fr, l'Observatoire des pratiques policières à Toulouse, je ne sais pas si vous avez suivi, dit aujourd'hui avoir la preuve que les forces de l'ordre sont équipées de nouvelles grenades lacrymogènes de type CM3. Alors la préfecture dit qu'elles ne sont pas plus concentrées en gaz que les précédentes. Pascal Gassiot, qui est membre de l'Observatoire des pratiques policières, lui pourtant dit qu'elles provoquent des brûlures au visage, des nausées et des vomissements. Notre envoyé spécial sur le terrain dit la même chose, a constaté un changement dans ces gaz lacrymogènes. Comment vous jugez la réponse des autorités au mouvement des Gilets jaunes et est-ce qu'on peut parler de stratégie de la tension qui viserait à opposer policiers et manifestants ou tout simplement de répression pour tenter d'étouffer le mouvement, ou est-elle nécessaire à cause des casseurs qui parfois intègrent les cortèges, puisque c'est une réalité, comme vous l'avez rappelé, on a 1000 membres des forces de l'ordre qui ont été blessés aussi. Je crois qu'on peut même parler de stratégie du chaos. Alors je réponds simplement sur la question des nouveaux gaz. Je n'ai pas lu l'article et les conclusions de l'Observatoire à Toulouse, mais en revanche, sur le terrain, effectivement, on a bien constaté que depuis environ 3 semaines, ce ne sont plus les mêmes gaz et qu'ils sont beaucoup plus agressifs, beaucoup plus concentrés. Ça, c'est une absolue certitude. Et j'en ai fait l'expérience personnellement. Sur la stratégie du chaos, effectivement, le pouvoir exécutif n'apporte de réponse que sur le terrain répressif. Et c'est extrêmement inquiétant, parce qu'en réalité, nous assistons à une véritable dérive autoritaire du pouvoir en place, qui, par le biais des consignes qui sont données, notamment par le parquet de Paris, consignes illégales révélées par le Canard enchaîné, puisque on donne notamment pour instruction aux officiers de police judiciaire de garder en garde à vue des personnes, quand bien même les faits qui leur seraient reprochés ne sont absolument pas établis. J'ai d'ailleurs eu un témoignage hier absolument bouleversant, puisque l'un des collègues Gilets jaunes à Évreux a subi une garde à vue de 23h50. Il n'a pas eu le droit de fumer une seule cigarette, il n'a surtout même pas eu le droit d'avoir un verre d'eau pendant toute sa garde à vue. Et puis à l'issue de celle-ci, il s'est entendu dire par l'un des policiers que il allait enfin avoir compris et que pour lui les Gilets jaunes c'était terminé et qu'il pouvait s'estimer heureux puisqu'il n'avait pas reçu une balle dans l'œil. Voilà où nous en sommes. Un policier lui a dit ça ? Oui. Alors je ne doute pas que ce soit un acte isolé, mais enfin les témoignages commencent à se multiplier sur les conditions de détention dans les gardes à vue. Il y a d'ailleurs un certain nombre de mes confrères qui ont fait une tribune qui a été publiée récemment et qui dénonce les conditions dans lesquelles se déroulent les gardes à vue, où des stratagèmes sont utilisés par certains policiers pour empêcher même certains de mes confrères d'assister, comme les gardés à vue en ont le droit, de les assister pendant la garde à vue. Mais vous avez également une dérive autoritaire plus largement qui découle de l'adoption de la loi anti-casseurs, qui était évidemment une loi absolument liberticide, puisque vous confiez à une autorité administrative dépendant directement du président de la République, puisque cette autorité est nommée par le président de la République. Oui, c'est sur le modèle de ce qui se fait dans le cadre de la lutte contre le hooliganisme et des interdits de stade. Exactement, sauf que donc vous interdisez à des gens de manière préventive de pouvoir manifester. C'est-à-dire que vous portez là atteinte à une liberté fondamentale, celle de la liberté d'expression et de la liberté de manifester.
C'est une atteinte tellement grave qu'elle ne doit pouvoir se faire que dans le cadre d'un procès. Ce qui résulte donc d'une décision d'un magistrat indépendant qui, dans le cadre d'un procès, garantit les droits de la défense, garantit que la personne mise en cause soit représentée par un avocat et qu'elle puisse effectivement faire valoir ses droits. Et porter une telle atteinte dans le cadre d'une procédure administrative, c'est extrêmement grave parce que quand on nous dit hypocritement qu'on peut faire un recours après l'interdiction prononcée, vous savez très bien que la procédure coûte de l'argent et que c'est extrêmement compliqué. Du temps et qu'il faut prendre un conseil, et surtout que vous avez donc été jugé préventivement sans pouvoir essayer de vous défendre. Et donc, évidemment, les interdictions, on ne doute pas qu'elles seraient prononcées le vendredi pour pouvoir empêcher le lendemain aux gens de manifester, et c'est une excellente manière d'étouffer une opposition politique qui se veut pacifique. Donc c'est une loi liberticide, et d'ailleurs, il y a lieu de s'en inquiéter lorsque le Front National dénonce lui-même une loi fasciste, quand vous avez le député Charles de Courson qui parlait de régime de Vichy. Qui renvoie au régime de Vichy, et tout le monde a compris que compte tenu de son histoire personnelle, il a pesé ses mots avant d'y faire référence. L'expliquer d'ailleurs. Exactement. Et vous avez également cette tentative de perquisition dans les locaux de Mediapart, qui est extrêmement inquiétante, parce que là, on a tenté de porter atteinte à la liberté de la presse et au secret des sources, et j'avoue être extrêmement surpris, parce que je nourrissais l'espoir qu'il y ait une réaction massive et extrêmement puissante des médias pour s'indigner de telles méthodes, et je trouve qu'il y a une apathie générale qui est très inquiétante. J'en appelle à toutes les bonnes consciences de notre pays, il est temps de se réveiller, parce que nous assistons sous nos yeux à la transformation de notre République en un régime très autoritaire. Dans le même temps, on a nos confrères du Point qui ont révélé qu'environ 150 gilets jaunes de différentes régions dans la France étaient mis sous espionnage Internet, sous écoute. Tout ça après les révélations du Canard enchaîné il y a 2 semaines sur l'État qui ressusciterait les RG pour surveiller plusieurs gilets jaunes. En France, on est à nouveau avec les barbouzes. Disons qu'on peut s'interroger sur la question de savoir si nous sommes encore dans un état de droit. Je crois que vous avez un pouvoir exécutif qui essaye de tout contrôler, d'apporter une réponse uniquement sur le terrain sécuritaire, et qui essaye de reposer le couvercle qui a sauté le 17 novembre par la force. Or, vous ne traiterez pas la colère et le désespoir qui s'expriment partout dans le pays, ni par le mépris, ni par l'indifférence, ni par la force. Il est temps que le pouvoir apporte enfin une solution politique, des réponses politiques au mouvement. Et il y a des propositions de pur bon sens qui ont été faites par les Gilets jaunes, et personne ne comprend que le pouvoir exécutif ne les adopte pas. C'est notamment le cas de la proposition qui tient au fait de réserver exclusivement le CICE aux petites et moyennes entreprises. Vous avez là un dispositif qui coûte 40 milliards par an à la nation et qui est capté pour moitié par les plus grandes entreprises de ce pays, dont on sait que ces entreprises délocalisent, suppriment donc des emplois et se servent en réalité de la manne financière qui leur est ainsi consentie pour augmenter la distribution de dividendes aux actionnaires. Ça a été le cas de Carrefour, notamment. Notamment, je rappelle que le CAC 40 a distribué 47 milliards de dividendes en 2017, c'est 57 milliards en 2018. Nous sommes le record d'Europe en distribution de dividendes. Nous disons simplement, mais concentrons le dispositif sur les PME, puisque ce sont les PME qui font vivre l'économie, et ce sont elles qui ont besoin de dégager des marges de manœuvre pour pouvoir supporter des augmentations de salaire. Alors qu'à l'inverse, les grandes entreprises peuvent tout à fait supporter des augmentations de salaire, simplement ça va venir rogner sur le montant des distributions de dividendes. Mais vu les montants que je vous indiquais, je crois qu'elles sont largement en capacité de le supporter. Alors, vous parliez de mesures de bon sens. Alors, je ne sais pas si c'est une mesure de bon sens, mais en tout cas, elle est très demandée par les Gilets jaunes. C'est ce fameux RIC qui est massivement soutenu par les Français. On a eu un sondage pour Valeurs Actuelles récemment qui disait que 3/4 des Français étaient d'accord avec cette proposition. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est un risque par rapport à certaines avancées démocratiques comme l'IVG, comme l'abolition de la peine de mort, on pourrait avoir un retour en arrière avec ce fameux RIC. Écoutez, que vous leur répondez? Qu'à titre personnel, moi je n'ai jamais entendu parler de la remise en cause de l'IVG ou de l'institution de la peine de mort. Je crois que le sujet bien compris par tous aujourd'hui, qui fonde la contestation qui est née le 17 novembre 2018, c'est l'injustice fiscale et sociale. Voilà le sujet. Et les gens veulent effectivement le référendum d'initiative citoyenne parce que depuis 40 ans, ils ont été trahis par leurs représentants de droite comme de gauche, si bien qu'ils n'ont plus aucune confiance dans la représentation politique. Et ils se disent, puisque ceux-là n'ont pas fait leur travail, on va le faire à leur place et nous, on va adopter des lois qui enfin serviront l'intérêt général.
Je rappelle simplement que l'article 2 de la Constitution prévoit que le principe de la République est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et quand je le dis, on a presque l'impression que c'est lunaire, tellement ça paraît éloigné des pratiques politiques auxquelles nous assistons depuis des années. Alors vous parliez des médias tout à l'heure, hein, vous avez été assez choqué par rapport à ce qui est arrivé à Mediapart, que ce n'est pas fait plus de bruit que ça dans les rédactions. Alors la couverture médiatique du mouvement des Gilets jaunes en elle-même fait beaucoup de remous. Au cours d'une récente rencontre avec plusieurs journalistes, Emmanuel Macron a exprimé une vision de l'information quelque peu déconcertante, dont un journaliste du Point, Emmanuel Beretta, s'est fait l'écho. Alors, je cite le président de la République, Éric Drouet est un produit médiatique. Donc, c'est un qualificatif dont Emmanuel Macron a lui-même été plusieurs fois la cible. Alors ensuite, le président de la République dit qu'un maire, un député, un ministre ne peut pas être mis sur le même pied qu'un citoyen lambda vêtu d'un gilet jaune, qu'à la fin, tout se vaut. Le mouvement serait manipulé par les extrêmes. Je cite, les gens qui sont surinvestis sur les réseaux sociaux sont ceux des deux extrêmes, et après ce sont des gens qui achètent des comptes et qui trollent, c'est Russia Today, Sputnik. Alors passons pour les accusations sans preuve, on a demandé des explications que nous n'avons toujours pas obtenues. Mais c'est surtout une phrase qui a retenu l'attention notamment d'un autre journaliste du Point qui a fait un édito: le bien public c'est l'information et peut-être que c'est l'État qui doit financer. Alors qu'est-ce que cela vous inspire ? Écoutez, je crois que le président de la République, il est là totalement perdu. Il verse dans le complotisme le plus inquiétant parce que, pour ma part, je peux affirmer sans crainte n'avoir jamais été ni financé ni même influencé par quelconque puissance étrangère ou par un quelconque média. Et je peux dire que mes collègues Gilets jaunes, c'est exactement la même chose. La révolte naît d'une politique injuste qui est conduite, et plutôt que d'essayer de trouver de fallacieuses raisons qui auraient entraîné le mouvement, je crois que le président de la République doit se réveiller et comprendre que c'est sa politique qui, en réalité, a conduit à ce mouvement, sa politique sur le fond, et puis également le mépris et les insultes qu'il a adressées à l'endroit du peuple français via les Gaulois réfractaires au changement, ceux qui ne sont rien, le sens de l'effort, et puis vous avez peut-être omis la réflexion sur Jojo avec son gilet jaune. Et effectivement, donc, oui, c'était... C'est-à-dire que le président de la République dit d'ailleurs dans cette interview qu'il va faire attention aux petites phrases, et puis il ne peut pas s'en empêcher, mais je crois que c'est parce qu'il y a un réflexe de classe, il est totalement hors sol, il ne comprend plus les aspirations des Français, il est tellement persuadé de détenir la vérité que ceux qui ne pensent pas comme lui sont forcément dans l'erreur et donc versent in fine dans le complotisme parce qu'il ne comprend pas la situation actuelle. Et sur le traitement médiatique, en réalité, je crois qu'il était très important de donner la parole à un mouvement qui fédère autant de citoyens français aujourd'hui, puisque vous le rappeliez, on a un soutien qui est même sur la base du fond des revendications de plus de 75% dans le dernier sondage qui est sorti. Et donc, il y a là, à l'évidence, un mouvement historique qui est né. Il est bien normal que les médias se fassent le relais de ce mouvement citoyen qui veut s'exprimer. En revanche, et contrairement aux critiques que le président de la République peut faire, le traitement médiatique n'a pas toujours été très équilibré. Pendant 2 mois ou presque, les médias ont été totalement silencieux sur les violences que subissaient les manifestants. Lors des manifestations des samedis, vous n'avez jamais aucune image des cortèges, des immenses cortèges massifs qui se déroulent dans les villes du pays. Vous n'avez les images que de la casse et que des affrontements avec les forces de l'ordre. Tout ça, évidemment, instaure un climat de tension parce que les gens se révoltent face à ce qu'ils considèrent être de la censure. Et effectivement, il y a de la censure parce que seule une partie de la vérité est divulguée, mais pas l'intégralité. Et notamment, le fait que vous avez des cortèges massifs, pacifiques, qui essayent de circuler, de déambuler dans les rues uniquement pour faire valoir leurs protestations. Et à propos de cette déclaration, c'est peut-être l'État qui doit financer. Vous n'avez pas peur d'un contrôle encore plus grand du pouvoir sur les médias? Mais en réalité, c'est déjà le cas pour le service public de l'information. Évidemment. Mais là, de ce que j'ai compris moi de cette phrase, il voudrait aller plus loin, le président de la République. Écoutez, je crois que en tout cas, il l'envisage. Beaucoup de médias sont déjà sous perfusion des subventions de l'État. En réalité, la question est celle d'un traitement pluraliste de l'information. Vous devez avoir un système médiatique qui, dans sa globalité,
est pluriel et permet le débat d'idées, le débat public et la contradiction. Et par conséquent, je ne vois pas ce qu'il y a de dérangeant à ce que certains médias soient financés effectivement peut-être par la Russie, puisque notre cas, on s'en est jamais caché. Exactement. Si évidemment, c'est contrebalancé également par des médias qui sont financés par l'État français, d'autres qui sont financés de manière indépendante, d'autres encore qui sont financés par des personnes privées. Mais ce qui est très embêtant en fait dans notre système médiatique aujourd'hui, c'est qu'un journal comme Le Monde, par exemple, croit pouvoir se prétendre objectif. L'objectivité n'existe pas. Chacun parle avec son prisme à lui, son prisme subjectif, et on ne peut que tendre à l'honnêteté intellectuelle et essayer de se rapprocher de la vérité, mais chacun forcément est déformé par sa manière de voir la réalité. Et donc, à l'échelle d'un système, il faut simplement qu'il y ait un pluralisme pour qu'effectivement les visions de la réalité puissent s'opposer, et c'est à travers cette contradiction que peut jaillir la vérité. Alors, vous parliez de mépris de classe par rapport à la phrase d'Emmanuel Macron. J'aimerais qu'on parle maintenant des foulards rouges. Le 27 janvier, donc ils étaient plus de 10 000 selon les autorités, moins selon certains journalistes qui étaient présents sur place, a crié leur ras-le-bol des Gilets jaunes. C'était une manifestation qui a été infiltrée par pas mal de trolls qui avaient des propos outranciers, mais pas que. On a plusieurs de ces manifestants qui étaient assez âgés pour la plupart, qui ont tenu un discours très dur parfois, qui était empreint d'un certain mépris de classe. On a Francis Pourbaguère, qui est connu de la vie politique d'Asnières-sur-Seine, qui a parlé d'analphabètes. Mais en face, on a aussi des gens qui fustigent les bourgeois, les rapaces, les riches. On le voit marqué sur certaines pancartes. Est-ce qu'on assiste à une fracture entre deux France ? La fracture sociale dont parlait Jacques Chirac déjà en 1995, elle est en train de se creuser entre ces deux France. Oui, bien sûr, et c'est exactement ce qu'il faut s'employer à résorber. Sur la question des chiffres, je voudrais simplement dire qu'a priori, les autorités appliquent toujours un coefficient multiplicateur de 3. Simplement, quand il s'agit des foulards rouges, c'est multiplicateur, mais quand il s'agit des gilets jaunes, ils divisent plutôt par 3. Sur la question de la fracture, effectivement, entre ce qu'on peut appeler peut-être la bourgeoisie, ou en tout cas ceux qui se pensent comme bourgeois, et le reste de la population, je crois qu'aujourd'hui, ce qui verrouille en réalité les gens qui acceptent le système tel qu'il est, c'est la peur. C'est la peur parce que tout ce qui s'applique à être diffusé dans les médias, c'est que en dehors de Macron, ce serait le chaos, et notamment Marine Le Pen. Mais je dis aux gens que plus vous aurez la politique de Macron et plus vous êtes en train de faire monter Le Pen. Et la peur n'évitant pas le danger, il faut donc traiter les racines du mal aux causes de ces problèmes-là. Et donc il faut changer la politique. Et il faut donc dialoguer. Aujourd'hui, les critiques et les revendications des Gilets jaunes sont légitimes. Vous ne pouvez pas accepter dans un pays qui est la 5e ou 6e puissance économique du monde qu'il y ait 9 millions de pauvres, c'est-à-dire 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1 000 euros par mois. Comment accepter également qu'il y ait 140 000 SDF dans notre pays ? Comment ces gens-là peuvent-ils être sourds et s'aveugler face à tant de misère dans notre pays ? Alors, si effectivement ils vivent d'une situation confortable, eh bien je pense que le devoir, c'est d'écouter et d'avoir un minimum d'empathie vis-à-vis de ceux qui souffrent et qui n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail ou qui tout simplement n'arrivent pas à en trouver. Et il faut donc recréer les conditions du dialogue. Et je déplore que le pouvoir exécutif ne soit absolument pas dans cette stratégie et au contraire s'applique à diviser toujours plus les Français en agitant des sujets qui ressemblent plus à des chiffons rouges qu'à des vrais sujets. Je pense notamment aux questions d'immigration ou de questions sociétales. Je crois qu'aujourd'hui, la vraie question... Les questions d'immigration sont quand même importantes pour une grande partie des Français. Moi, je crois aujourd'hui qu'il faut rassembler. La question de l'immigration divise plus qu'elle ne rassemble. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut déjà traiter la question de la répartition des richesses, extrêmement inégalitaire. Et si demain, tout le monde pouvait mieux vivre de son travail et avoir un travail, je crois déjà que vous aurez contribué très largement à apaiser la situation et recréer les conditions d'un dialogue argumenté et basé sur la raison et non plus ce déchaînement des passions et des émotions qui fracturent, divisent et enferment chacun dans ses pensées. Alors, vous parliez d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen. On va conclure cet entretien par le terrain politique. J'aimerais qu'on revienne sur l'avenir du mouvement. On avait commencé par là. Alors, vous êtes opposé à la mise en place de listes Gilets jaunes aux européennes. Vous dites que le mouvement est trop jeune, qu'il doit d'abord se structurer. Comment le structurer, ce mouvement, et quel rôle pourriez-vous jouer là-dedans ? Je rappelle qu'Éric Drouet, qui est quand même une des figures des Gilets jaunes, a fait un sondage sur
les réseaux sociaux, qui vous placent largement en tête des meilleurs représentants des Gilets jaunes à la télévision. Vous avez été finaliste du concours d'éloquence de la conférence du stage du barreau de Rouen, il me semble. Vous semblez faire consensus auprès des Gilets jaunes, ce qui est assez rare, parce que comme vous le disiez, ce mouvement est très hétéroclite, il y a beaucoup de passion. Vous semblez faire assez consensus. Donc voilà, ma question c'est comment maintenant on structure le mouvement et quel rôle vous pourriez jouer dans cette structuration? Sur la question des listes européennes, effectivement, j'ai déjà indiqué que j'étais contre, j'en ai indiqué les raisons, notamment parce que le Parlement européen n'a aucun pouvoir pour améliorer concrètement la vie des gens, si bien que cette initiative s'inscrit en contradiction directe avec les objectifs du mouvement, qui tente à obtenir des avancées concrètes et immédiates. En plus, une liste aurait vocation plutôt à affaiblir les partis d'opposition et donc mécaniquement à renforcer le parti de la majorité. Et par conséquent, quand vous avez une mobilisation qui vise à contester la politique du pouvoir exécutif, une initiative qui va plutôt le renforcer me paraît tout à fait inopportune. Enfin, ce sont des initiatives qui sont rejetées par la quasi-unanimité des Gilets jaunes, si bien qu'elles sont foncièrement antidémocratiques. Pour ce qui est de ma position dans le mouvement, c'est très simple. Moi, je ne me suis jamais senti autorisé à prendre la parole publiquement dans les médias avant qu'on m'ait demandé de le faire. Si bien que je ne l'ai fait que lorsque le rond-point de la Motte, pour commencer, m'a demandé de porter la parole. Et puis ensuite, il y a eu les deux autres ronds-points de Rouen, c'est-à-dire le rond-point des Vaches et le rond-point du Zénith, qui m'ont demandé d'être leur porte-parole. Et donc, un mandat à cette occasion écrit a été établi, définissant très clairement le cadre de ma mission, c'est-à-dire défendre dans les médias le mouvement et ses revendications, mais absolument pas de dialoguer ou de négocier avec le président de la République ou le gouvernement. Sur la question de la structuration à venir, peut-être du mouvement, je crois que la question, et simplement la question, se posera lors d'élections nationales, c'est-à-dire lors d'élections qui permettraient, le cas échéant, si nous prenions le pouvoir et si nous les remportions, eh bien, d'agir concrètement, de pouvoir effectivement avoir une influence sur la politique de ce pays, parce que c'est le cadre national qui conditionne tout, c'est le cadre national qui permet, le cas échéant, eh bien, de changer les traités européens et d'avoir une action sur ces traités, et c'est le cadre national qui permet effectivement de rediscuter notamment de toute la fiscalité dans notre pays. Là, la question sera légitime à poser, et en fonction de la décision qui sera prise, eh bien, il y aura ou non une structuration politique du mouvement, mais en l'état évidemment, après 2 mois et demi d'un mouvement qui est né sur les ronds-points, et donc il y a quand même beaucoup de ronds-points en France et qui étaient déconnectés les uns des autres, il est évident que les choses doivent suivre leur cours de manière naturelle, et les choses sont petit à petit en train de se structurer avec des réunions publiques qui sont tenues ici ou là, et où des gilets jaunes de divers horizons sont invités. Ça permet bien de créer des contacts, et donc petit à petit, le mouvement va se structurer. Mais il est important de comprendre que dans un mouvement qui naît notamment d'une crise profonde de la représentativité politique, le mouvement ne peut pas faire l'objet d'une OPA par le haut. Et il se construit de manière horizontale à partir du terrain, et il doit remonter petit à petit pour arriver à se structurer. Donc aujourd'hui, c'est très prématuré, et en tout cas certainement pas dans le cadre d'élections européennes. Et ça commence dès demain, donc avec l'acte 13 qui se déroulera le 9 février un petit peu partout en France. Merci François Boulot. Merci d'avoir à vous. accepté notre invitation. Merci.